Un homme et une fille s'approchent de la cage d'un animal. L'homme regarde l'animal et dit qu'il est si grand. Et qui penserait que ce monstre est un prince héritier? C'est la honte vivante du grand empire de Léoplos. Un prince héritier inutile qui a été abandonné par l'empereur parce qu'il est né monstre. À l'âge d'or du continent de Muntus, les humains et les créatures d'autres espèces vivaient en paix et en harmonie. Mais les humains commencèrent à chasser ces créatures, déclenchèrent une guerre et finirent par les chasser. Les créatures survivantes se cachaient et évitaient les humains, et celles qui étaient capturées devenaient des esclaves coûteux ou des spécimens expérimentaux. Les monstres complètement détruits appartenaient également à ces créatures. Les monstres naissent sous la forme d'animaux, mais une petite partie d'entre eux, dotés de puissants pouvoirs magiques, peut se transformer en êtres humains. On pense que le sang divin coule dans les veines de la famille Léoplon, qui détient aujourd'hui le pouvoir. Cependant, leur pouvoir est possible précisément parce qu'ils sont des parents de sang de monstres, et non de dieux. L'homme dit qu'il s'agit d'une belle créature, et la jeune fille reconnaît qu'il s'agit d'une créature étonnante. L'animal commence à grogner contre eux. L'homme dit qu'il est très bruyant et demande à la fille si elle peut l'endormir. La jeune fille répond que oui, bien sûr, car c'est son pouvoir qui l'a amenée ici. La propriétaire du corps qu'elle habite est Floria Vernon. Elle a le sang d'un peuple de fleurs qui peut contrôler les odeurs de fleurs. L'homme lui dit de le calmer complètement avant qu'il ne vienne, car ce n'est qu'alors qu'il se sentira à l'aise pour l'explorer. La fille dit qu'elle fera pénétrer le parfum aussi profondément que possible. L'homme dit que c'est très bien et qu'elle est une fille très serviable. Il part en lui disant de faire de son mieux. Enfin, le jour est arrivé, le jour où elle rencontra le personnage masculin principal du roman qui allait la déchirer. En réalité, elle lisait le roman « Submit to the Flower » et s'est endormie. Elle a alors repris vie dans le corps d'une voleuse, la fille du duc Vernon, Floria Vernon. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle était désormais dans le livre et qu'il n'y avait aucun moyen de revenir à la réalité, elle a gagné la reconnaissance de son utilité et a rejoint le groupe des proches du duc Vernon. Bien sûr, elle jouera le rôle de la première à mourir des mains du duc, qui ne supportait pas les expériences, le personnage masculin principal. Un jour, son frère Arden s'approche de Floria et lui demande ce qu'elle fait. Le gentil et ouvert Arden est la seule chaleur dans la froide famille du duc Vernon. Il dit que les mains de la jeune fille sont gelées et lui demande si elle se sent mal. Floria répond qu'elle avait juste besoin de réfléchir à quelque chose. Elle dit qu'elle devait être nerveuse de recevoir une créature aussi rare. Arden demande si elle parle de la panthère noire qui est venue du palais. Floria répond que oui, qu'il est temps pour elle d'aller la voir et qu'elle pense que son père a dû sortir. Le garçon lui souhaite une bonne promenade et lui demande d'être prudente. La jeune fille lui dit de ne pas s'inquiéter et lui promet qu'il ne se passera rien de dangereux. Qu'elle meure ou non, elle ne voudrait pas que son bon frère meure, mais si tout se passe comme dans le roman original, ils seront tous détruits par le personnage masculin principal. Floria touche une pierre dans la grotte et la porte s'ouvre. Elle a pris une décision il y a longtemps. Même si elle doit mettre sa vie en jeu, elle veut transformer le roman original pour le bien des bonnes personnes. Floria remarque que la panthère a abîmé sa peau. Et l'animal se remet à grogner contre la jeune fille. Floria sort son flacon et dit qu'il va réduire sa douleur. Elle utilise le liquide pour soigner la panthère. La jeune fille lui demande si elle s'appelle Cartel. Soudain, la panthère lui demande comment elle connaît son nom. La jeune fille répond qu'elle est un homme fleur et qu'elle peut être considérée comme une métisse et s'étonne qu'il puisse parler. La panthère répond que même si elle est un homme fleur, elle ne peut pas lire l'âme de ces personnes. Il dit qu'il vaut mieux répondre honnêtement. La jeune fille pense que le contraire est encore mieux et qu'ils peuvent peut-être se mettre d'accord. Les hommes fleurs n'ont la capacité de voir la vérité qu'une seule fois dans leur vie et elle a utilisé ce pouvoir pour lui pour la première et la dernière fois. La bénédiction d'une fleur est une preuve de fiançailles qui vous permet de lire la vérité dans l'âme de votre partenaire. Bien sûr, s'il s'agit d'une métisse, elle a menti sur l'utilisation de ce pouvoir. Elle dit qu'elle veut passer un accord avec lui. Elle sait qu'il peut se transformer en humain et que s'il trouve un moyen de briser le sceau, il pourra quitter cet endroit. Et quand cela arrivera, elle veut qu'il les laisse sortir, elle et les autres. Elle demande à la panthère si elle est d'accord ou non. Soudain, l'animal lui dit de rentrer dans la cage. Après tout, elle a dit qu'elle voulait faire un marché, mais comment peut-il lui faire confiance si elle ne lui fait pas confiance?
Il peut aussi prendre son mana et l'utiliser pour la transformer en humaine, même si ce n'est que pour une courte durée. La jeune fille comprend qu'elle doit gagner sa confiance et accepte de le faire. Dans le roman original, le sceau est brisé lorsque le cartel s'échappe. Il est donc impératif de l'enlever pendant qu'il est encore conscient. Floria se retrouve à l'intérieur de la cage. La panthère lui dit de mettre son mana dans le sceau. Et la jeune fille s'exécute. La magie est absorbée à grande vitesse. Floria sent qu'elle n'en peut plus. L'animal demande à la jeune fille d'ouvrir les yeux. Elle voit le garçon devant elle et lui demande s'il a fait ce qu'elle voulait. Un homme aux cheveux noirs comme la nuit et aux yeux d'animal sauvage. Bien sûr, elle était curieuse de voir en personne les descriptions du livre. L'homme la prend dans ses bras et lui demande pourquoi elle a eu peur, car il est moins dangereux sous sa forme humaine que sous sa forme de monstre. Floria dit d'une voix tremblante qu'elle n'a pas eu peur. Le garçon la prend dans ses bras et lui demande ce qu'elle veut dire. Il lui promet qu'il ne la tuera pas tout de suite et lui demande d'arrêter de trembler. Le garçon remarque la pierre autour du cou de Floria et lui demande ce que c'est. Soudain, la jeune fille dit que son père l'appelle et qu'elle doit partir. Elle laisse la panthère sauvage derrière elle. Elle est restée ici plus longtemps que prévu et se demande si elle arrivera à l'heure. La jeune fille se retourne vers la cage. Elle voit que le garçon est redevenu un animal. Elle dit qu'elle reviendra et qu'ils feront un marché. Et elle se précipite hors de la grotte. Floria court rapidement vers le manoir. Soudain, elle rencontre un homme très ennuyeux dans les escaliers. Il lui demande où elle va, la traitant de métisse. La fille répond que c'est son père qui l'a appelée. Le garçon demande pourquoi son père appellerait quelqu'un comme elle. Racus Vernon est le seul enfant né de la duchesse et est un descendant direct, le deuxième fils de la famille Vernon. Contrairement à Floria dans le roman, elle ne le déteste pas. Racus lui demande si elle ne va pas lui répondre correctement et comment un métis ose l'ignorer, mais la jeune fille répond qu'il doit l'ennuyer. Elle lui répond que contrairement à lui, elle est très utile. Racus se met en colère et lui demande ce qu'elle a dit. Il la frappe de la main en disant que c'est une fille dont le sang n'est même pas pur. Floria répond calmement qu'elle n'a pas le temps de lui parler. Le parfum de la fleur engourdit tout le corps en un instant. Et le corps de Racus a également cessé de lui obéir. Floria pense qu'il ne sert à rien de parler à un imbécile. Elle lui dit donc de ne pas lui parler en vain. Elle s'en va en pensant que ce type est pathétique. La jeune fille arrive à la porte de la chambre de son père. Elle frappe à la porte. Elle demande à son père s'il l'a appelée. Son père lui répond que oui et qu'elle est un peu en retard. Floria s'excuse en expliquant qu'elle vient de croiser son frère Racus. L'homme dit que ce type n'est pas bon. Il lui demande comment elle s'en sort avec cet animal rare. La jeune fille dit qu'elle a un peu réduit sa douleur et qu'il a l'air très nerveux. L'homme lui dit de le surveiller de près, car il ne pourra probablement pas descendre le voir cette semaine. Elle est la seule personne en qui il a confiance. Floria lui demande de lui faire confiance. Et sur ce, ils se disent au revoir. Floria n'arrive toujours pas à s'habituer à son regard. Elle a l'impression qu'il la regarde toujours. Elle n'a pas remarqué qu'il la regardait. Mais comment pourrait-il le savoir? En tout cas, elle a encore des choses à apprendre. L'endroit où elle se rend maintenant est celui où se cache la vérité. Et quand elle y arrive, elle doute toujours à cause de la peur et de la culpabilité. Elle arrive dans la chambre de l'épouse légitime du duc Vernon, Madame Hélène Vernon. Elle a pris les métis dans ses bras chauds et doux comme ses propres enfants. La dame aida quelques créatures à échapper à leur père, et c'est ainsi que le lendemain, elle devint démente. On a dit que c'était un accident, mais Floria sait tout, que son esprit a été détruit par nul autre que son père. La jeune fille promet de revenir. Sera-t-elle capable de se protéger et de protéger les gens qu'elle aime contre son père? La jeune fille tremble et ne comprend pas à quoi cela va servir maintenant. Elle s'assure qu'elle s'en sortira. Le lendemain matin, Floria revient dans la grotte de la panthère. Elle lui demande de promettre qu'elle ne se comportera plus comme hier. L'animal lui demande ce qui n'allait pas hier. La jeune fille pense qu'il est complètement effronté. La panthère accepte et lui dit d'entrer dans la cage. Et avec l'aide de la magie de Floria, il redevient humain. Elle lui jette quelques vêtements et lui dit de s'habiller. Le garçon demande ce que sont ces vieux vêtements, et la fille répond que ce ne sont que des vêtements, se détournant de son apparence nue. Le garçon dit qu'il n'a jamais porté de vêtements auparavant. La fille pense qu'il a probablement toujours vécu comme une panthère et qu'il n'avait donc pas besoin de vêtements. Elle dit qu'elle va le lui mettre, mais qu'en échange, il doit rester assis. Ce faisant, elle a beaucoup de mal à contrôler ses yeux. L'homme dit que ses mains se sont arrêtées. Floria se demande s'il s'amuse à se moquer d'elle. Elle lui dit que c'est fait.
Elle lui dit de s'habiller lui-même la prochaine fois. Le garçon dit que ce n'est pas mal, mais que c'est quand même pire que d'être nu. Il déchire les manches de son manteau. La jeune fille se demande comment on peut faire ça aux vêtements d'un autre. Elle propose maintenant de parler du contrat. Elle veut être franche. Elle dit immédiatement qu'elle va l'épouser. L'homme lui demande si elle est folle. Elle se rend compte qu'elle peut sembler folle, mais elle n'a pas d'autre choix. Floria dit que son père continuera ses expériences et qu'un jour, son esprit souffrira. Puis il se libérera et tuera toute la famille Vernon et cela se passera exactement dans un an. Le gars dit qu'il n'a aucune idée de quel genre d'absurdité elle parle et qu'elle a des goûts étranges. Floria dit que ce n'est pas vrai et lui demande s'il pense qu'elle le fait juste parce qu'elle le veut. Pour arrêter les expériences de son père, elle a besoin d'une raison pour le faire cesser. Ses yeux saignent lorsqu'il rassemble des créatures rares autour de lui. Et si elle se marie, il acceptera leur mariage. Ils pourront ainsi gagner du temps pour s'échapper. Et si tu utilises cette raison, les expériences cesseront. Le garçon demande si c'est pour cela qu'elle a utilisé cette chose sur lui. La fille demande lequel. Le garçon répond qu'il s'agit de la bénédiction de la fleur, que l'on utilise généralement pour sa moitié. La fille se souvient qu'elle venait de dire que c'était un pouvoir qui lui permettait de voir l'unique vérité, mais qu'elle n'avait pas dit que les gens à fleurs l'utilisaient sur leur moitié, alors elle se demande comment le cartel a pu le savoir. Mais c'était un mensonge, car elle est une métisse qui n'a pas reçu la bénédiction de la déesse, donc elle n'a pas cette capacité. Elle a dit qu'elle n'avait rien fait de tel. Comme il l'a cru, elle commence à se sentir coupable. Cartel touche le menton de la jeune fille et lui demande ce qui se passe si tout ne va pas bien. Il lui demande à quoi elle pensait quand elle l'a utilisé. Floria voit qu'il est sérieux, mais elle ne peut toujours pas le dire. Elle dit que la situation était très critique. Le cartel dit simplement « d'accord » et elle ne peut pas croire qu'il est abandonné. Mais il veut quelque chose en retour. La jeune fille se demande ce qu'il veut, car c'est une situation gagnant-gagnant pour lui. Le cartel se rapproche de Floria et lui dit d'essayer de le tromper. Et elle doit répondre poliment. La jeune fille a chaud lorsqu'il touche sa peau, et en même temps, une vague de frissons descend le long de son cou. Les mouvements de ses mains semblent évaluer la proie qu'elle vient d'attraper. « Ce n'est pas moi qui suis prise ici, c'est toi. » Ce sont les mots que semblent lui dire les yeux de cette bête sauvage. Pourtant, c'est elle qui a fait le choix et qui a tout déclenché. Le leadership lui appartient donc aussi. Du moins jusqu'à ce que le véritable protagoniste apparaisse. La jeune fille dit qu'il doit aussi parler poliment. Elle le prend par la chaîne qui pend à son cou. Le cartel dit que Floria est une fleur si intrépide, en tenant une mèche de ses cheveux dans ses mains. Et il déclare que l'affaire est conclue. Le soir, le duc Vernon gronde son fils. Il lui demande s'il sait au moins ce que c'est que de mettre la main à la pâte. Racus s'excuse. Il semble qu'il ait encore bu et qu'il ait fait quelque chose de mal. Le duc dit que même si vous vendez 30 idiots comme lui, vous ne pourrez pas en compenser le prix. Racus semble avoir cassé la pierre magique de son père. Le garçon s'agenouille et dit qu'il ne l'a pas fait exprès et qu'il voulait aussi être utile. Verlaine lui dit de ne pas dire de bêtises et lui demande comment une telle chose peut se promener dans son domaine. Il sort son épée et dit qu'il ne peut pas rester sans rien faire. Arden dit à Floria que si elle continue ainsi, elle aura un accident. La jeune fille va voir son père et lui demande de se calmer, et il lui demande comment elle a osé se mettre en travers de son chemin. Floria s'excuse et dit qu'elle est juste inquiète qu'il ne gaspille pas son énergie. Elle ne veut pas que Racus la regarde d'un air si pitoyable, car ce n'est pas elle qui le sauvera. La jeune fille dit qu'il semble que le frère de Racus soit inquiet alors que son aîné est absent du château. Et la situation est d'autant plus grave que Racus n'est responsable de rien. Elle propose donc de lui confier le nettoyage des égouts. Les égouts sont l'endroit où aboutissent les déchets des expériences magiques, et tous les déchets des chimères de la tour expérimentale y passent. Même si c'est l'endroit le plus sale, comme les expériences étaient gardées secrètes, il fallait le gérer de manière très stricte. Floria dit que son frère veut aussi faire quelque chose de productif et lui demande si ce n'est pas le cas. Racus répond que si on lui confie le travail, il fera de son mieux. La jeune fille dit à son père qu'il lui a confirmé que tout s'est bien passé et elle s'inquiétait que personne ne soit responsable du système d'égout. Elle a quelque chose d'autre à dire à son père et elle ne pensait pas le faire de cette manière, mais puisqu'elle avait commencé, il fallait qu'elle joue le jeu. Ses joues sont devenues rouges. Ses cils battent sous l'effet de l'excitation. Elle a les mains croisées, comme si elle était gênée. Elle dit qu'elle pense à se marier, on pourrait croire qu'il s'agit d'une jeune fille qui veut se marier.
Cette déclaration a troublé toutes les personnes présentes. Floria savait qu'elle réagirait ainsi. Arden lui demande qui elle a décidé d'épouser. La jeune fille répond immédiatement qu'elle veut épouser le monstre qui vit maintenant dans la grotte. Son frère lui demande si elle parle de la panthère noire. Le duc Vernen lui demande de quoi elle parle. Comme Floria s'y attendait, son père est très choqué, et même pas pour une blague. La jeune fille explique qu'elle veut simplement être utile à son père. Après tout, il existe une légende selon laquelle le monstre obéit à la fleur. Et il s'est avéré que c'était vrai. Elle est sûre de pouvoir apprivoiser ce monstre. Le duc dit qu'une telle légende existe, mais qu'il n'y a pas lieu de parler du mariage. Floria dit que leur famille peut attraper la famille impériale par le point le plus faible. Le cartel est le secret de la famille impériale de Léoplon, que le monde ne doit jamais connaître. Et il peut aider un monstre à prendre une forme humaine. Dans les temps anciens, les monstres forts pouvaient se transformer en humains. Cartel est né sous une forme animale et a été emprisonné. Cependant, il a en lui le sang pur de la famille Léoplon. Cela signifie que s'il parvient à se transformer en humain, il pourrait bien faire basculer l'équilibre des forces dans l'Empire. Le duc lui demande si elle peut vraiment le faire. L'Empire Léoplon est divisé en groupes sacrés, qui représentent la majorité, et en groupes démoniaques, qui sont minoritaires. Les forces vives de l'aristocratie croient que la famille impériale possède un pouvoir divin sacré et lui sont donc entièrement dévoués. En revanche, ceux qui étudient le culte démoniaque sont venus de l'étranger et leur histoire est trop courte. Tenter de créer quelque chose de nouveau dans l'Empire, où la famille impériale est respectée comme des dieux, est interdit et considéré comme une trahison. Cependant, ne pas accepter des éléments de cultures différentes signifie une stagnation dans le développement, et c'est exactement ce qui menaçait l'Empire de Léoplon. En fin de compte, l'Empire a tiré profit des connaissances démoniaques et a appelé les pierres magiques nécessaires à son développement un don des dieux. Floria promet à son père de lui apporter les têtes de la famille impériale. Le duc dit que c'est pour cela qu'elle parle de mariage. La jeune fille dit que c'est le cas, et bien qu'il soit un monstre, il y a des documents qui prouvent qu'il est un membre de la famille impériale. On dit que le prince héritier, né de l'impératrice, était trop faible et qu'il est mort. Par la suite, il a été prouvé que l'impératrice avait pris un médicament abortif, et elle a également été exécutée. Mais tout cela n'était qu'une ruse. De cette façon, la famille impériale a effacé Cartel, qui est né dans le corps d'un animal de ce monde. Le duc lui demande si elle veut dire à tout le monde que le prince héritier mort est en fait vivant. Il dit à sa fille qu'elle a eu une idée merveilleuse et lui demande pourquoi elle ne lui en a pas parlé tout de suite. Il dit cela d'une voix très douce, mais les mots sont tranchants et lourds. Floria dit à son père qu'elle ne veut pas épouser une personne ordinaire, quelqu'un qui n'a pas de capacité. Elle dit qu'elle veut continuer à aider son père, mais que si elle se marie, elle devra partir. Quel que soit le jeune homme qui lui proposera, il ne sera pas à son goût. Elle lui demande de l'utiliser pour quelque chose de beau. Vernon rit et dit qu'il savait qu'elle n'était pas ordinaire, mais qu'il ne pensait pas qu'elle était aussi bonne. Il dit à sa fille qu'elle peut faire ce qu'elle veut et la fille remercie son père. Il dit qu'il faut donner une personnalité au monstre pour qu'il puisse annoncer le mariage avant qu'il ne devienne une personne. Il pense qu'il serait bien de lui donner le statut de membre de la famille royale du continent d'Irencia, qui se trouve de l'autre côté de la mer. Floria pense que c'est une excellente idée. Si le cartel, sous la forme d'un animal, ne peut pas se faire passer pour son mari, la meilleure solution est de déguiser cela en mariage dans le cadre d'un traité entre les continents. En partant, le duc dit qu'il enverra la nouvelle du mariage au palais impérial dans quelques instants. Soudain, Arden lui demande d'attendre encore un peu. Il dit que même si ce n'est pas vrai, il demande quel genre de mariage avec une bête peut-être. Cela ne ressemble pas à Arden, qui est habituellement calme et tranquille. Mais les remarques du garçon sont complètement ignorées parce que la décision a déjà été prise. Le garçon souffre beaucoup, et le duc lui rappelle qu'il lui a dit à plusieurs reprises de ne pas s'opposer à lui. L'anneau à la main de son père est relié au pendentif autour du cou de Floria, de ses deux frères aînés et d'un frère cadet. Il utilise ces pendentifs pour leur envoyer des signaux lorsqu'il veut les appeler et en même temps il leur inflige des douleurs pour les calmer. C'est principalement à cause d'eux qu'ils ne peuvent pas s'échapper d'ici. Ils ne peuvent pas être enlevés et leur père peut les localiser. Le duc commence à agir sur le pendentif de Floria et dit à Arden que la douleur de sa jeune sœur est due à lui. Et même le gentil Arden a tout fait depuis, sans un seul mot de désobéissance. Vernon dit à sa fille qu'il croit qu'elle ira mieux et la laisse partir. La fille dit qu'elle peut tout gérer.
Elle pense que son père est une personne terrible. Après avoir reçu la permission de son père, Floria a pu se rendre plus librement dans la grotte souterraine. Les recherches du cartel ont également cessé. Dans quelques jours, la nouvelle de son mariage allait se répandre dans tout le pays. Le cartel n'aurait jamais pensé qu'elle le ferait de cette façon. Floria dit qu'elle tient toujours sa parole. Après ce jour, de nombreux objets sont apparus dans la grotte, à commencer par un lit, ainsi qu'une table, une chaise et d'autres meubles de grande qualité. La première étape de la tromperie de son père a été couronnée de succès, même si elle s'était éloignée d'Arden. Il était si têtu et si différent de ce qu'il était d'habitude. Pourtant, elle ne peut pas lui parler de son plan. Floria dit à Cartel qu'il doit lui obéir devant d'autres personnes, car il pourrait y avoir des problèmes si son père ou l'un de ses frères l'apprenait. La panthère détourne le regard, et la jeune fille lui demande s'il écoute. Le cartel dit que quelqu'un arrive. Floria se demande si c'est son père, car il a bien dit qu'il ne viendrait pas ici. Elle voit des cheveux argentés brillants, des yeux bleu clair aux angles vifs, des épaules larges qui semblent indiquer à tout son corps qu'il est un vrai guerrier. C'est son frère Ricaël, le fils aîné de la famille Vernon. Quand est-il revenu de la capitale? Floria n'a pas entendu parler de ses intentions à cet égard. Il n'a même pas encore changé de vêtements et il est venu à la grotte dès son retour? Floria s'approche de son frère et lui dit qu'elle devait le rencontrer, mais qu'elle ne pensait pas qu'il reviendrait si tôt. Elle sourit et demande comment vont les choses dans la capitale. Il n'y a pas non plus de description détaillée de Ricaël dans le roman. Il est simplement quelqu'un qui suit les ordres de son père. Même s'ils ont grandi ensemble, elle ne peut pas comprendre ce qui se passe dans sa tête. Le garçon lui demande si elle va épouser ce monstre. La fille répond que ce n'est pas un monstre, mais le prince héritier de Léoplon, et qu'il deviendra bientôt son mari. Ricaël dit que, quelle que soit la façon dont on le regarde, ce n'est qu'une bête, et une grosse bête en plus. Cartel dit que le moineau semble avoir perdu sa peur, mais son frère ne semble pas l'entendre. Ricaël est mi-homme, mi-oiseau, et il a dans ses veines le sang rare d'un noble faucon argenté. Floria ne sait pas comment il s'est rendu compte que son frère est un homme-oiseau, mais elle trouve que c'est un peu exagéré de l'appeler moineau. Ricaël demande à sa sœur si elle va vraiment fusionner avec ce monstre. La fille répond que cela se produira s'il se transforme en humain. Le garçon sort son épée et dit qu'il doit s'occuper de lui avant qu'il ne se transforme. La fille demande s'il va le tuer. Ricaël dit qu'il serait bon qu'il meure immédiatement, mais il pense que l'animal s'accrochera à la vie. Le regard du garçon est sincère. Mais pourquoi déciderait-il de tuer quelqu'un de la collection de son père, puisque ce n'est rien d'autre qu'une punition volontaire de sa part? Le cartel lui demande s'il peut voler dans le vent. Floria se rend compte qu'elle doit arrêter l'un d'entre eux, mais elle ne sait pas qui. Elle demande à Cartel s'il va s'arrêter. La fille appelle la panthère Caréliane. Ricaël demande si elle lui a donné un nom. La fille dit qu'elle ne peut pas simplement l'appeler un animal, et elle ne peut pas non plus l'appeler par son vrai nom. Cartel demande quel est le nom qui convient le mieux à un chat femelle. Floria demande à son frère d'aller à la montagne le plus vite possible. Avant qu'il ne parte, un faucon nommé Paille vole vers lui. La jeune fille caresse l'oiseau et lui dit qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Floria se demande comment Ricaël a pu apprendre si vite la nouvelle de son mariage. La rumeur n'aurait pas pu se répandre aussi vite dans la capitale. Il savait aussi que le cartel était dans la grotte. Au loin, par la fenêtre, elle aperçoit le frère d'Arden. Ricaël lui demande si elle veut vraiment épouser cette bête. Elle dit qu'elle cachera à son père qu'il a voulu faire du mal à Carel, promet de le voir le soir et s'en va. Floria trouve que le visage de son frère a l'air d'essayer de supporter quelque chose. Le soir du même jour, Floria se tourne vers sa servante Cheryl. Elle lui demande de la coiffer sur le côté. Des yeux rouges comme des rubis. Des cheveux roses qui ondulent et sont coiffés sur le côté. Un beau visage à la peau blanche et délicate qui semble appartenir à une rose. Bien qu'elle se considère toujours comme telle, elle croit fermement qu'elle mérite d'être appelée la rose rouge de la famille Vernon. Floria arrive dans la salle à manger où tout le monde est réuni pour le dîner. On lui dit qu'elle est en retard. Elle s'excuse et dit que cela fait longtemps qu'elle n'a pas organisé de dîner et qu'il lui a fallu du temps pour se préparer. Floria voit qu'Arden est toujours contrariée, mais elle ne peut rien y faire. Sa petite sœur préférée a décidé d'épouser la bête. Ce n'est pas une décision facile à prendre. Le duc Vernon dit que tout le monde est là et qu'il a préparé le dîner parce que Ricaël est rentré plus tôt que prévu. Il annonce le début du repas. Son père demande à Ricaël comment tout se passe. Il dit qu'il a vu qu'il s'habituait et qu'il est revenu. Floria comprend qu'il parle de ce qu'ils ont dû donner à la famille impériale pour obtenir le cartel.
Et c'est une licorne? Bien qu'elle ressemble exactement à celle décrite dans les légendes, ce n'est qu'une chimère de cheval à laquelle son père a attaché des ailes et une corne lors de ses expériences. Vernon dit qu'il est impossible de compter le nombre de monstres qui sont entrés dans sa création et qu'il ne peut pas mourir rapidement. Ricaël dit qu'il doit être montré au public le jour divin. Il semble qu'il veuille montrer une licorne aux citoyens, en prétendant qu'il s'agit d'un cadeau divin, pour déclarer à tout le monde autour d'eux que la loi impériale est toujours forte. La famille Vernon et la famille impériale sont exactement les mêmes. Floria s'en amuse même un peu. Le duc dit à son fils qu'il a fait du bon travail, et Ricaël répond qu'il n'en est rien. Le père dit qu'à partir d'après-demain, il sera absent du domaine pendant une semaine. Il doit participer à une réunion régulière des adeptes de la doctrine démoniaque. Il dit à Ricaël qu'il lui fournira un majordome et qu'en son absence, il gérera toutes les affaires. On dirait qu'il va garder un œil sur les choses. Le père dit à Floria qu'il sera question de son mariage après la réunion. Elle pense qu'une fois son mariage officiellement annoncé, elle aura moins de soucis. Elle dit à son père qu'elle est très heureuse. Le duc Vernon dit qu'il aidera le processus même après cela. Plus tôt il deviendra un homme, mieux ce sera. Il promet de faire de son mieux. Il quitte la pièce le premier. Floria est un peu fatiguée et dit qu'elle partira ensuite. Soudain, Ricaël dit à sa sœur de le suivre. La jeune fille se demande pourquoi il a soudain affaire à elle. Elle suppose que cela a peut-être un rapport avec le cartel. Elle est persuadée que tout cela est dû à ce qui s'est passé dans la grotte cet après-midi-là. Le frère lui donne une enveloppe et lui dit qu'il y a un endroit qu'elle doit visiter. Il lui dit qu'il a entendu dire que la dame de la famille Edbell a reçu une créature rare et Floria doit découvrir de quoi il s'agit. Dans la haute société, de telles créatures sont gardées comme animaux de compagnie, elles n'ont donc rien de spécial. Mais si la famille Vernon a des vues sur elles, c'est qu'elles doivent être vraiment rares. Cependant, quelque chose lui semble étrange. Il l'a appelée si tard dans la nuit pour lui parler de la cérémonie du thé. Ricaël a déjà envoyé une réponse. Elle doit donc y participer dans 3 jours. La famille Vernon était la seule parmi les adeptes des enseignements démoniaques à posséder un titre ducal. La majorité des adeptes des enseignements divins parmi les aristocrates méprisaient et chassaient les adeptes des enseignements démoniaques. Mais cela n'était possible que pour la famille Vernon, qui produit des armes militaires pour le palais impérial. La dame de la famille Vernon, Floria, avait donc l'air d'une hérétique d'une part, et en même temps une fleur qu'on ne pouvait pas cueillir. Les jeunes hommes, malgré leurs différents enseignements, lui prêtaient attention. Et les dames enviaient la jeune fille à cause de sa beauté qui ne semblait pas humaine. C'est pourquoi Floria se sentait mal à l'aise. Sienna Edbell était la chef du groupe contre Floria. Elle détestait que l'on s'intéresse à une autre dame qu'elle. Elle avait déployé tant d'efforts pour humilier Floria dans la haute société. Elle a engagé quelqu'un pour verser du vin sur la jeune fille. Elle a fait courir le bruit parmi les jeunes hommes qu'elle était une sorcière, etc. Elle a utilisé toutes les méthodes possibles. Bien sûr, aucune d'entre elles n'a fait de mal à Floria, et Sienna, qui la détestait tant, a maintenant une créature rare et l'a invitée à une cérémonie du thé. Quelle créature spéciale a-t-elle choisi pour être si désireuse de la montrer à Floria? La jeune fille espère qu'il ne se passera rien. Elle ne sait encore rien faire d'autre qu'un pas en avant. Le cartel lui dit de s'endormir ici. La jeune fille s'excuse auprès de la bête. Bien sûr, elle a demandé à Ricaël d'annuler la commande, mais cela n'a servi à rien. Même si ce n'était que pour une courte durée, elle n'aime pas laisser Cartel seule. Et alors qu'elle venait de se calmer sur l'absence de son père au manoir, voilà qu'elle s'inquiète pour Ricaël. À quoi peut-il bien penser? Floria dit à Cartel qu'elle ne pourra probablement pas venir demain, alors elle lui demande de l'attendre. Elle lui demande de s'approcher d'elle et de lui briser la nuque. Il entre en contact, ce qui lui donne l'air d'un gros chat. Floria voit que le seau est fissuré, et il réagit à sa magie. La jeune fille dit qu'elle va lui donner un pouvoir magique et qu'il devrait essayer de se transformer en humain. Le cartel demande s'il n'est pas trop tôt pour la première nuit. Après tout, elle a dit qu'elle était prête à fusionner avec lui quand il est devenu humain. La fille dit que ce n'est pas du tout vrai et demande pourquoi il s'en est souvenu et le dit maintenant. Elle lui dit alors d'essayer de se transformer en humain. La panthère dit que ça ne marche pas. La fille demande ce que c'est exactement. Le cartel dit que la transformation ne fonctionne pas. Floria tombe sur le lit et dit qu'elle n'en peut plus. Le cartel dit qu'il est désolé. La fille demande si cela ne le regarde pas. Floria ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas le faire cette fois-ci. Il y a quelques jours, il a absorbé sa magie comme une éponge et s'est parfaitement transformé en humain.
Elle lui demande s'il fait exprès de se retenir et de ne pas se transformer. Cartel lui répond que ce qu'il veut vraiment, c'est sortir de ce fichu corps. Soudain, les yeux de Floria se ferment et elle tombe sur la panthère. L'animal pense qu'elle n'est pas vigilante. Non seulement elle est entrée dans la cage, mais elle s'est endormie. Apparemment, il sait que dès qu'il ouvrira un peu les griffes, il pourra mordre son mince cou. Il se transforme finalement en humain, ramasse la jeune fille et trouve qu'elle est étonnamment propre. Il constate qu'elle semble profondément endormie. Elle est probablement fatiguée car elle a dépensé beaucoup d'énergie magique. Il ne s'ennuie pas, il est plutôt curieux. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois dans le donjon du palais impérial, il l'a prise pour une jeune fille diabolique. Après tout, il a été forcé de s'endormir sous l'influence de son parfum. Et lorsqu'il a repris conscience, il s'est retrouvé entre leurs mains. Depuis le début, c'était étrange, car ce sceau qu'il avait lié toute sa vie réagissait à l'odeur de cette fleur. Il créait aussi des fissures. S'il le voulait, il pouvait s'en libérer et s'échapper immédiatement. Au début, lorsqu'il s'en est rendu compte, c'est ce qu'il allait faire. Et cette fleur insolente se jette dans sa bouche, sans même savoir à quoi cela mènerait. Le cartel a retiré les boutons de la robe de la jeune fille. Le peuple des fleurs ne peut voir qu'une seule vérité, avec la bénédiction d'une fleur. Mais après avoir utilisé cette capacité, des fleurs s'épanouissent sur leur dos, entre leurs omoplates, comme une peinture. Mais il n'y a aucune trace de la bénédiction sur son corps. Le garçon ne comprend pas comment elle a appris son nom et pourquoi le sceau ne réagit qu'à cette fleur. Au début, il se laisse berner par l'impudente fleur. Mais le sceau continue d'accumuler de la magie, et s'il continue, il finira par se briser. Même s'il n'y croit pas, il n'aurait pas pu imaginer ce qu'elle dirait à propos du mariage avec la bête. Il pense que lâcher la proie qui lui est tombée sous la patte est un acte de vrais imbéciles. Soudain, quelqu'un entre dans la grotte. Le matin, Floria voyage en calèche et ne comprend pas à quoi elle pensait hier encore. Bien qu'ils aient conclu un accord, elle s'est endormie avec tant d'insouciance. Cependant, c'est la première fois qu'elle le voit dormir. On dit que même la bête la plus terrible devient mignonne quand elle s'endort. Pourtant, il y avait un problème. Après tout, elle a dépensé tellement d'énergie magique qu'elle a même perdu ses pouvoirs et il n'a pas pu devenir humain. Elle pense que quelque chose ne va pas avec le cartel. Soudain, sa servante s'adresse à Floria, ce qui arrive très rarement. Elle s'inquiète de savoir si sa maîtresse a des ennuis. Floria lui répond qu'elle ne l'a pas autorisée à lui parler en premier et que si elle avait des ennuis, elle l'aurait mise à la porte. La jeune fille pense que cette servante est très gentille et qu'elle est probablement sincèrement inquiète. Mais Floria ne doit pas trop s'attacher à elle. Après tout, si quelque chose attire l'attention du majordome, la remplaçante suivra à nouveau. Et cela signifiera la mort de la jeune fille, comme cela a déjà été le cas. Le carrosse arrive à destination, le domaine du duc Edbel. Tout d'abord, vous devez résoudre les tâches principales. Il est important de respecter l'ordre donné par Rikael. La servante ouvre la porte à Floria, et la jeune fille entre dans la serre. Cet endroit à Sienne est célèbre dans la haute société. Des fleurs qui semblent sorties de livres de botanique, des orchidées rares fleurissent sous les grands arbres. Tout est luxueux et beau, comme l'ont décrit les commères. La jeune fille s'approche de la table, autour de laquelle les dames se sont déjà rassemblées. Floria salue Lady Sienna et lui dit qu'elles ne se sont pas vues depuis longtemps. La dame répond qu'elle ne peut exprimer à quel point elle est heureuse que la jeune fille soit venue. Les dames présentes expriment également leur joie et disent qu'elles voulaient la rencontrer depuis longtemps. Floria dit qu'elle a également été très heureuse de recevoir l'invitation de Lady Sienna et que la serre est bien plus belle que ce que disent les ragots. Sienna répond que c'est bien sûr le cas, car elle a beaucoup travaillé sur cet endroit. Sienna s'intéresse à sa bonne et demande à Floria si elle aime Lily. Elle répond qu'elle est surprise d'avoir un chat humain. Sienna lui répond qu'elle l'écoute très bien. Les chats sont connus pour leur arrogance, mais celui-ci se tient comme si on lui donnait des ordres et comme s'il s'agissait d'une poupée. C'est ainsi qu'ils utilisent les décorations de la capture mentale. Elles ne peuvent pas être utilisées sur les créatures de haut rang comme Cartel, mais il est possible de soumettre l'esprit des créatures de rang moyen inférieur. Floria dit qu'il n'a pas l'air apprivoisé. Ces bijoux détruisent la conscience de ceux qui les portent. Même les esclaves humains ne sont pas autorisés à s'en servir. Sienna dit qu'elle a juste un sale caractère et que c'est pour sa sécurité. Le public admire son animal de compagnie. Ils réagissent comme s'ils regardaient un singe en cage. Sienna dit qu'ils ont d'autres créatures que Lily. Elle se tourne vers Lady Floria, qui lui dit qu'elle est démonologue et qu'elle connaît donc bien ces créatures.
Floria dit qu'elle voit en effet assez souvent de telles créatures. Elle voit des créatures dont le prix est aussi élevé que celui d'une maison, comme on peut s'y attendre de la part de la famille Vernon. Les dames demandent à Floria si elle organise des cérémonies du thé, et elles aimeraient être invitées à l'une d'entre elles, ne serait-ce qu'une fois. Sienna dit à Floria qu'elle l'a invitée aujourd'hui parce qu'elle voulait lui demander quelque chose de personnel. Elle pense qu'elle en arrive enfin au but. Elle dit qu'elle aimerait lui montrer quelque chose, à elle et à tous les autres, mais en échange, elles doivent garder le secret sur ce qu'elles vont voir. Les femmes acceptent, bien sûr, et elles sont très curieuses de savoir ce qu'elle veut leur montrer. Floria pense qu'elle leur demande de répandre des ragots dans la haute société. Sienna suggère de déménager pour un certain temps. Elle a même décidé de ne pas prendre de domestique, il y a donc vraiment de quoi faire. En chemin, Sienna nous apprend qu'elle possède une créature spéciale d'une autre espèce. Elle est si rare qu'il faut beaucoup d'efforts pour la manipuler. L'air devient humide et commence à sentir le sel, comme s'ils étaient au bord de la mer. Et ils voient un garçon sirène devant eux. Les vagues qui traversent l'espace attirent l'attention de Floria. Devant eux, un immense étang rempli d'eau de mer. Des écailles colorées déchirent l'eau bleue et un sourire tout aussi bleu apparaît entre les éclaboussures. Un homme aux yeux d'aigue marine. Sienna dit qu'il a été trouvé avec beaucoup de difficultés à l'est et qu'il s'appelle Orca. Soudain, Floria entend la créature dire qu'elle ne s'appelle pas Orca. Elle se demande si elle n'est pas en train d'imaginer des choses. Le garçon dit qu'il s'appelle Azilide et qu'il est une sirène de mer. Les dames sont très excitées par ce qu'elles ont vu et disent que c'est tout simplement incroyable et qu'elles ne savaient pas que de telles créatures existaient dans la réalité. Sienna dit qu'Orca semble être de bonne humeur aujourd'hui car d'habitude, il ne vient jamais. La famille ducale Edbel est responsable des relations internationales de l'Empire. Cela permet de verser de nombreux pots de vin pour les satisfaire. La jeune fille raconte que c'est un marchand de Ruga qui l'a offert à sa famille et que c'est son père qui le lui a donné. C'est le navire de la guilde marchande de Ruga qui s'est récemment abîmé dans l'océan Atlantique et grâce au duc Edbel, ils ont pu survivre, ce qui leur a permis de devenir la principale guilde qui apporte diverses marchandises au palais impérial. Floria se doutait bien que quelque chose allait arriver, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il s'agirait d'une sirène. Les sirènes sont un peuple qui vit sous la mer. Souvent, même les navires armés tombent dans les pièges qu'elles créent. Grâce à cela, les sirènes étaient les seules à rester à l'abri de la main de l'homme. Azilide lui demande si elle l'écoute et lui demande de ne pas faire semblant de ne pas comprendre. Floria rappelle que les sirènes ont la capacité de communiquer leurs pensées. Les dames sont simplement fascinées par le sourire de la sirène. Floria se rend compte qu'elle est la seule à pouvoir entendre ses pensées. Le garçon dit qu'il n'aime pas ce nom et que les sirènes ont des noms qui leur sont donnés dès la naissance. Sienna demande à Floria si elle a déjà vu des sirènes. Elle pense que même leur famille n'en a pas vu, et Floria pense que c'est ce qu'elle dit. Elle dit que c'est la première fois qu'elle en voit une. Sienna demande si cela signifie qu'elle ne sait rien des sirènes. Floria demande s'ils ont des problèmes avec lui. La jeune fille répond qu'ils ne mangent pas de poisson. Floria se demande pourquoi une sirène mangerait du poisson. Elle dit qu'elle va l'examiner de plus près. Elle voit que la sirène est blessée. Elle est très mince et pâle. Azilide lui dit que ce ne sont pas des humains qui l'ont blessée et que lorsqu'il a ouvert les yeux, il était dans cet endroit. La guilde de Ruga a-t-elle attrapé la sirène blessée et l'a-t-elle donnée à Sienna? Sienna leur dit qu'il est blessé, mais qu'il ne mange pas normalement et qu'il perd du poids, et ils sont très inquiets. Floria pense qu'elle a pris en charge une créature sans savoir ce qu'elle mange ni comment la soigner. Elle pense que son niveau de développement mental n'est pas supérieur à celui d'un enfant. Floria dit que les sirènes ne mangent pas de poisson. Elle s'approche d'une dame et lui dit que ses boucles d'oreilles en perles sont magnifiques. Elle lui demande si elle peut les emprunter un instant. Elle donne une perle à Azilide qui la lèche. Elle lui dit que les sirènes mangent des perles. Le garçon trouve que c'est très bon et Floria lit dans ses pensées. La jeune fille lui dit qu'il a perdu du poids parce qu'ils l'ont nourri de poissons, ce qui ne convient pas à ces créatures. Sienna dit que tout se passe comme prévu dans la famille Vernon. Soudain, un chat saute sur Floria et la jeune fille commence à tomber dans l'eau. Elle comprend maintenant pourquoi Sienna l'a amenée à l'étang. Mais des éclairs noirs l'empêchent de tomber. La jeune fille pense que pour la dame, c'est probablement Azilide qui l'a sauvée. Floria dit que cet homme semble l'aimer davantage. Le plan de Sienna a encore échoué. Floria dit qu'elle a probablement assez aidé et qu'elle va maintenant retourner au manoir. Elle n'a jamais utilisé le pouvoir de la fleur sur des gens ordinaires, mais elle pense qu'un tel caprice peut être pardonné. Floria prend congé de la dame et s'en va.
Elle a suivi les instructions de Rikael. Mais elle se demande ce qu'étaient ces éclairs noirs. C'est tellement étrange. Soudain, elle se souvient. Dans le roman original, c'est le cartel qui était responsable des coupures de courant. Arrivé à son domaine, Rikael lui demande de faire son rapport. La jeune fille lui dit que la guilde commerciale de Ruga est impliquée. Elle pense qu'ils ont remis l'homme blessé au duc en échange d'une récompense. Le garçon demande comment le récupérer. Floria lui répond que s'il ne peut pas rester longtemps sans eau, ce ne sera pas facile, et que Belus n'est pas non plus au domaine en ce moment. Belus, le plus jeune de la famille ducale, se trouve maintenant quelque part près des frontières du pays pour se rapprocher des marchands d'esclaves qui s'occupent des créatures magiques. Le rôle de Belus est de livrer des monstres rares et des créatures d'autres espèces au domaine. Il doit également les voler à d'autres familles. Floria dit qu'il est temps que Belus revienne. Rikael dit que même s'ils sont un peu en retard, il ne doit pas mourir. Il dit à sa sœur d'aller le chercher avec Belus dès son retour. Il a encore quelque chose à dire à sa sœur, mais il lui dit de partir. Pour la première fois, Rikael se coupe en plein milieu d'une phrase. La jeune fille demande si c'est son père qui lui a ordonné de partir. Mais son frère ne répond rien. Il est déjà très tard dans la soirée. Mais Floria décide qu'elle doit se rendre au cartel, au moins pour un moment. Elle trouve l'animal couché comme s'il dormait. Elle a peur que Rikael lui ait fait quelque chose pendant son absence. Elle se dit qu'elle n'aurait vraiment pas dû partir en mission. Lorsqu'elle entre dans la cage de la panthère et la touche pour lui demander de se réveiller, l'animal ouvre soudain les yeux. La jeune fille lui demande s'il ne souffre pas. Cartel répond que bien sûr, il a mal. Il se transforme en humain et dit que son âme lui fait mal parce qu'elle sent l'air vicié. La fille lui demande ce qu'il veut dire par là, mais surtout, il a dit qu'il ne pouvait pas changer. Le garçon demande s'il a vraiment dit cela quand il a touché les lèvres de Floria. Floria demande ce qui s'est passé. Le garçon lui répond qu'elle devrait le découvrir. La transformation ne se déroule pas comme il le souhaite. Il s'est donc mis en colère. La fille lui demande de mieux répondre à sa question, en repoussant le cartel. Le garçon prend la main de la fille et lui dit ce qu'il a déjà dit. Cela ne se passe pas comme il le voudrait. Il lui lèche les doigts. Il lui dit de ne pas venir en sentant quelqu'un d'autre, parce qu'il n'aime pas ça. Floria retire sa main et lui demande de quoi il parle, car il n'est pas un chien. Elle lui dit de s'habiller d'abord. Le garçon se couvre le corps d'un tissu et dit que même s'il n'est pas un chien, il sent bon. En ce moment, il sent l'eau croupie. La fille comprend qu'il parle d'Acélida. Elle explique qu'aujourd'hui, elle devait aller quelque part et qu'elle a eu un petit contact avec une sirène. Elle change de sujet et dit qu'il est désagréable qu'il ne puisse pas contrôler la transformation. Le fait que la transformation aille et vienne signifie que le mouvement de la magie dans le seau est instable, mais elle ne comprend pas si c'est bon ou mauvais. Il y a deux possibilités. Soit la magie sort par de petites fissures dans le seau, soit le seau lui-même absorbe et détruit son énergie magique. Floria pense qu'il vaudrait mieux que ce soit la première solution, car le conflit entre sa magie et celle du seau créerait plus de fissures et rendrait le seau plus facile à briser. Elle affirme qu'elle trouvera un moyen de récupérer son père. Le cartel lui dit de le faire. Soudain, Floria lui crie qu'elle ne peut pas. Elle se rend compte qu'elle vient de gronder un animal sans s'en rendre compte. Elle pense que pour dresser un animal, il faut le récompenser. Le cartel lui demande comment elle a pu dire qu'il avait attendu tranquillement et qu'il avait même mis cette énorme chose. Floria se demande quel genre de récompense il veut, car il n'est ni un chat ni un chien. Elle lui donne une tape sur la tête et lui dit qu'il est un bon garçon et un garçon intelligent. Elle n'a plus la même sensation que lorsqu'elle le touchait sous sa forme animale, et ses cheveux sont même très doux. Le cartel lui demande si c'est eux. La fille pense que même si elle le félicite, il n'est pas heureux et lui demande s'il est sûr d'être calme. Le type répond que oui, bien sûr. Floria dit que c'est un bon début et qu'elle veillera à ce que personne ne puisse entrer. Elle pense pouvoir se retransformer avant l'aube. La fille quitte la cage de la bête. Le cartel dit que c'est une faible récompense. Et si vous continuez à ne donner que de petites choses, vous ne savez pas quand vous serez digéré. Il pense que le jour où cette chose sera réduite en poussière n'est pas loin. Toute l'énergie magique qui a quitté le seau s'accumule maintenant en lui. Jusqu'à présent, ce seau bloquait l'énergie magique à l'intérieur de son corps, mais avec la magie de Floria, c'est différent. Non seulement sa magie n'est pas bloquée, mais elle s'accumule dans le seau. Et plus il devient humain en utilisant la magie de Floria, plus l'énergie magique à l'intérieur de lui se renouvelle activement. Pour l'instant, il est encore faible. Mais il peut déjà le placer à côté de quelqu'un. Il pense qu'il était simplement assis là, tranquillement. Du moins selon ses critères.
mais il ressent une sorte d'insatisfaction inexplicable. Ce n'est pas seulement le sentiment désagréable qu'il éprouve lorsqu'il ne peut pas bouger, mais quelque chose d'un peu différent. Une fleur qui brille d'un éclat rouge vif. Une fleur qui fait semblant d'être faible. La nuit où Floria s'est endormie dans ses bras, un faucon aux ailes argentées est venu à lui. « Rikael !» Quand Cartel tenait Floria dans ses bras, son frère lui a dit de s'éloigner de sa petite sœur. Le garçon l'a pris pour une bête et a baissé sa garde. Il ne savait pas qu'il était ce genre d'animal. Le Cartel lui dit de se taire, sinon il va réveiller sa petite fille. Rikael le traite de monstre. Le garçon répond qu'il l'est, que c'est un monstre qu'ils ont amené jusqu'à eux. Rikael pensait qu'il n'était qu'un misérable sujet de test. Il a aidé à faire entrer ce monstre dans le palais impérial et a même offert une licorne à l'empereur. En échange de ce prix, il a reçu la clé de la salle scellée. Comme il a souvent d'autres obligations, il n'a pas pu la voir en personne, mais il savait que ce monstre serait envoyé dans une grotte souterraine. Il ne lui a pas prêté beaucoup d'attention. Il est resté dans la capitale, et alors qu'il habituait la licorne à son nouvel environnement, Paille lui a soudain remis une lettre de la part d'un de ses amis. Paix lui remit soudain une lettre d'Arden, que le garçon déchira immédiatement après l'avoir lue. Il lui demandait ce qu'il avait fait de Floria. Il se demande quel genre de mariage pourrait être possible, même avec les déchets que la famille impériale a jetés. Il pense que ce vaurien a dû lui raconter des sornettes. Cartel lui demande comment il le sait, car c'est la fleur qui l'a appelé en premier lieu. Il sent ses cheveux. Et Rikael dit qu'il va l'achever. La cage est enveloppée de magie. Le Cartel dit quelles sont les curiosités que fait l'oiseau. Rikael voit que les éclairs noirs se déplacent, comme s'ils étaient vivants, effrayant l'ennemi, comme s'ils protégeaient la cage. Il pense que c'est la capacité d'un monstre magique. Il voit que ses capacités sont supérieures à celles du reste de la famille impériale. L'empereur a dit qu'il n'était pas différent. Il n'a pas d'énergie magique, pas de conscience de soi, pas de capacité de base. Et malgré le fait qu'il soit né dans sa famille, il ne le percevait pas du tout comme un parent. C'est pourquoi il l'a vendu pour des expériences. Mais il semble à Rikael que la réalité soit différente. Et avant que ce monstre ne se débarrasse du sceau, il doit l'achever. Il demande au monstre s'il pense le faire pour Floria. Le Cartel répond qu'il ne fera que la blesser, car la fleur crée son propre chemin. Rikael se souvient que sa sœur lui a dit qu'elle allait fusionner avec ce monstre s'il se transformait en humain. Il ne comprend pas pourquoi elle a prononcé ces mots. Il pense qu'il n'y a pas de doute quand on tient une épée. Il ne doit penser qu'à tuer ce monstre. Il pense qu'il n'a pas pu protéger la jeune et innocente Floria. Et à la fin, il a fait en sorte qu'elle doive se protéger elle-même. Rikael demande quel genre de marché ils ont conclu. Le Cartel dit que tout dans le monde a un prix. Pour Rikael, cela n'a pas d'importance. Si c'est pour son bien, il est prêt à tout mettre en jeu. Cela fait un moment que la cérémonie du thé chez Sienna a eu lieu. Et Rikael n'a rien dit de spécial depuis. Peut-être qu'il va attendre le retour de Bélus. Floria se demande si Bélus arrivera en premier ou si son père reviendra. Les deux l'inquiètent autant l'un que l'autre. Son père décidera d'aller voir le Cartel, et si Bélus revient, elle devra à nouveau quitter le domaine pour aller chercher l'homme orchestre. L'énergie magique du Cartel est toujours instable. Le sceau aspire toujours sa magie. Mais pour une raison ou une autre, il peut encore se transformer en humain, puis il ne le peut plus. Le problème, c'est qu'il se transforme toujours au moment le plus inattendu. Ce serait bien qu'il mette au moins des vêtements avant de se transformer. Parce que là, c'est trop. Une voix douce, comme le vent, lui parle, familière, mais si rare à ses oreilles ces derniers temps. Arden dit qu'il a l'impression qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Son sourire semble impuissant à certains égards. Peut-être pense-t-elle cela parce qu'il s'inquiétait pour son mariage. Elle pense que son frère a perdu beaucoup de poids. Elle lui demande s'il va au jardin. Le garçon répond que le maître d'hôtel lui a confié une mission et qu'il va l'accomplir. Il arrivait souvent que le maître d'hôtel leur confie des tâches à la place de leur père. Et Arden était toujours à la recherche de traîtres. Peut-être que le problème est qu'il peut entendre les arbres. Dès qu'Arden interroge un arbre, celui-ci lui raconte immédiatement tout ce qu'il a vu. Et les traîtres qui vont s'emparer des créatures ou révéler les secrets de la famille sont placés dans le donjon de la tour expérimentale. Là, seule la torture les attend, les obligeant à mendier de l'aide. C'est une mission bien cruelle pour le bon Arden. Mais il ne s'y oppose pas, il l'exécute, et très probablement à cause d'elle. Le frère demande à Floria de ne rien faire qui puisse la blesser. La jeune fille répond qu'elle n'est pas blessée du tout.
Arden dit qu'il est triste parce qu'il ne sait pas ce qu'elle a dans le cœur. Il peut faire toutes les courses qu'il veut si c'est pour elle. Floria pense que c'est un mensonge. Même maintenant, ses doigts tremblent parce qu'il craint plus que tout d'ôter la vie. La jeune fille prend la main de son frère. Elle dit qu'il sera toujours son frère, quoi qu'elle fasse et où qu'elle soit. Elle dit qu'au moins cela ne changera jamais, demandant si ce n'est pas vrai. Dans cet endroit rempli de mensonges, ces mots sont la vérité. Et Arden est d'accord avec elle, ce qui rend Floria très heureuse. Elle demande à son frère de lui faire confiance. Dans le jardin, la jeune fille pense qu'Arden est probablement partie pour exécuter une commande. Bien qu'elle ait essayé de lui parler normalement, quelque chose ne va pas dans son cœur. Belus demande à la servante où se trouve Floria. Elle lui répond qu'elle est dans le jardin de fleurs. Il dit à ses proies qu'elles nettoieront elles-mêmes le désordre, car il a failli mourir en les traînant jusqu'ici. Les créatures magiques enchaînées obéissent à M. Belus. L'une d'entre elles dit que c'est une honte et un déshonneur pour le peuple des animaux. Belus lui demande ce qu'il vient de dire. Il montre ses griffes, mais il se tourne vers Floria et lui saute dans les bras. Elle se demande pourquoi tout ce remue-ménage, mais dit au garçon qu'il a fait du bon travail. Elle le prend par la main et il semble qu'il ait déjà oublié les animaux qui se trouvent derrière lui. Elle voit qu'ils ont de vieux vêtements, du sang, une peau rugueuse et du pu. Elle remarque l'expression horrifiée de leur visage. Belus lui demande ce qu'elle fait là et lui propose de partir. Il dit qu'il veut prendre un bain, mais il est un peu timide. Et il ne veut pas quitter Floria. La fille lui dit qu'il peut aller se laver et le garçon lui demande si elle lui séchera les cheveux quand il reviendra. Floria répond par l'affirmative et ils se disent au revoir pendant un moment. Elle pense qu'il est difficile de l'emmener à la salle de bain, mais surtout, elle a baissé sa garde. Elle n'aurait pas pu imaginer qu'il reviendrait de manière aussi inattendue. Dans le roman, il est dit que Belus a l'apparence d'un petit enfant gentil. Mais en termes de cruauté, il surpasse même Floria du roman. Grâce aux expériences menées sur lui depuis sa naissance, ses capacités physiques sont plusieurs fois supérieures à celles des bêtes humaines. C'est pourquoi tant de gens se sont détendus en voyant un petit enfant devant eux, et ils ont dit adieu à la vie pour toujours. Mais la chance, entre autres, c'est qu'il est toujours gentil avec elle. Mais le fait qu'il lui obéisse parfaitement est aussi fatigant, même si elle dit quelque chose comme par hasard, comme « beau papillon ». À la fin de la journée, Belus lui apporte plusieurs centaines de papillons des montagnes. Et c'était un jeu d'enfant. Un jour, la servante a fait une erreur devant lui pendant le dîner et il l'a immédiatement décapitée. Elle a été gênée par son visage souriant, taché de sang, lorsqu'il lui a demandé s'il était bon. Bien sûr, elle lui a dit de ne plus recommencer, mais aujourd'hui encore, elle a froid à l'intérieur rien que d'y penser.